On peut voir maintenant le résultat final. Si on choisit un objet, nous allons héberger une image, on clique sur modifier l'avatar et après un petit délai, on peut voir que notre avatar est bien mis à jour à tous les endroits de notre application. Pour résumer ce que nous avons fait, nous avons créé une route côté serveur post en utilisant un nouveau décorateur qui s'appelle Use Interceptors, un intercepteur de fichiers qui va nous permettre de récupérer les fichiers de notre requête. Nous le parsons avec un schéma Zod. Le buffer va contenir notre image. Ensuite, nous uploadons ce fichier dans un bucket S3 avec notre méthode de service AWS S3 Service. Et pour ce faire, nous avons créé un service Amazon S3. Pour héberger le fichier, nous créons une commande de type put_object avec les propriétés de notre bucket, le nom de la clé et le type de fichier et notre fichier. Et ensuite, nous envoyons cette commande à S3. Et pour que côté front, nous puissions avoir accès à notre fichier, on peut voir ici que il y a énormément de paramètres avec un host ID, un token sécurisé, etc. Ce token est nécessaire. Si là je supprime tous les paramètres et que je tente d'accéder à cette image, on peut voir que ça ne fonctionne pas. J'ai une erreur de type access denied. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de signer notre requête. Et nous signons notre requête avec la méthode getSignURL. Et cette méthode a été importée depuis une deuxième librairie de l'AWS SDK qui s'appelle S3 Request Presigner. À la soumission de notre formulaire, Remix va lancer la logique de notre action. Comme le formulaire possède un fichier, nous utilisons deux méthodes instables de Remix, le create memory upload handler pour stocker le fichier dans la mémoire en attendant que le téléchargement de l'image se termine, et ensuite le unstable parse multipart form data qui prend deux paramètres, notre request et le handler que nous venons de créer. Ensuite, pour valider notre image, nous avons défini un schéma avec Zod. Dans cette vidéo, nous allons héberger des fichiers sur Amazon S3 avec JavaScript. Pour ce faire, nous allons reprendre le projet qu'on avait commencé, qui était notre application de chat. Donc je vais me connecter avec mon utilisateur. Le front-end a été mis en place avec le framework Remix et le back-end a été mis en place avec Nest.js. Je t'encourage fortement à regarder les deux premières vidéos de cette série dans laquelle on implémente l'authentification et le chat en temps réel. Pour héberger nos fichiers, et ça peut être tout type de fichiers, comme des images ou des PDF, nous aurons besoin d'un serveur pour les stocker. Et pour cela, nous allons utiliser Amazon S3. Je me trouve actuellement sur le site de AWS et je vais cliquer sur Sign In. Ça va me connecter à mon compte et je vais utiliser le service S3. On peut voir que je possède déjà deux buckets et ces buckets représentent les sortes de disques durs que nous allons utiliser pour héberger nos images. Je vais donc créer un nouveau bucket que je vais appeler Nest.js-chat. Pour la région, on va rester sur Paris et on va laisser les paramètres par défaut, c'est-à-dire qu'on va bloquer tout accès au public et nous allons créer ce bucket. On va maintenant cliquer sur ce bucket et on peut voir qu'il y a plusieurs onglets, les objets qui sont les fichiers qu'on a stockés, les propriétés, les permissions, les métriques et le management. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de copier ce string-là, l'Amazon Resource Name, ou plutôt ARN. Donc je vais copier ce string et je vais maintenant aller dans la barre de recherche et je vais t'appeler IAM, qui est un service d'Amazon qui va nous permettre de donner accès à ce bucket avec l'API. Je vais cliquer sur Users et je vais créer un nouvel utilisateur que je vais appeler Nest.js Chat Manager. Ensuite, je vais cliquer sur Next et je vais cliquer sur Attach Policies Directly, ce qui nous permet de choisir les permissions qu'on va attribuer à cet utilisateur. Et je vais taper S3 et là on trouve Amazon S3 Full Access et je vais cocher cette entrée. Ensuite, je vais cliquer sur Next. On n'a pas besoin de lui assigner de tag, donc on va cliquer sur Create User. Une fois créé, je vais cliquer dessus. On se retrouve sur les permissions et je vais aller dans l'onglet Security Credentials. Et là, on peut voir qu'il y a les Access Keys et nous allons créer une nouvelle clé d'accès. Donc, je vais cliquer sur Create Access Keys et je vais cocher Application Running Outside AWS. Ensuite, nous allons cliquer sur Next et nous allons décrire ce token de sécurité. Je vais l'appeler Nest.js Chat Token et je vais créer la clé d'accès. Et là, on peut voir que nous avons deux clés, une Access Key et une Secret Access Key. Je vais donc copier ces deux clés et les coller dans mes variables d'environnement. Je retourne sur mon projet Nest.js et je vais rajouter la première clé, Access_Key, et la deuxième clé qui sera la Secret Access Key. Maintenant, on retourne sur AWS et on clique sur Done. On a un message de confirmation qui nous dit qu'on n'a pas encore téléchargé notre Secret Key. On les a copiés dans notre point env et ça va nous suffire. Je vais cliquer sur Continuer. Maintenant, je vais retourner sur S3 et j'aurai besoin de copier le nom du bucket
Nest.js chat, qui s'appelle donc Nest.js-chat. Je vais également copier cette information dans mon point env, et nous avons une dernière information à copier, ça sera la région AWS, et on peut voir que c'est EU-West-3. Donc on va mettre region name est égal à EU West-3. Et je vais tout de suite renommer ces clés pour préciser que ça vient d'AWS. Je vais mettre AWS underscore access key. Celle-ci, je vais l'appeler AWS underscore secret. Ces deux dernières, je vais les appeler AWS underscore bucket name et region. Je vais plutôt l'appeler région. Maintenant qu'on a fini de configurer S3 chez AWS, il est temps de télécharger la librairie pour l'utiliser avec JavaScript. On va donc faire une recherche Google et on va taper AWS S3 with Node.js. Et on va cliquer sur le premier lien de la documentation. Et tout en haut, on a une alerte qui nous dit que le SDK d'AWS pour JavaScript, donc la version 3, est une refonte de la version 2 avec des nouveaux features, notamment une architecture modulaire. Personnellement, j'utilise la version 3, donc je vais cliquer sur ce guide. Et je vais cliquer sur le lien du sommaire « Using the SDK with Node.js ». Une fois sur cette page, nous allons aller tout en bas et nous allons cliquer sur la première ressource, Amazon SDK for JavaScript V3 API Reference Guide. On clique dessus et nous voyons les services sur la gauche, CloudFormation, DynamoDB et S3. Je clique sur S3 et on peut voir notre guide pour installer le client S3 depuis l'AWS SDK. Donc je vais tout de suite copier cette commande. Nous allons retourner sur notre backend, ouvrir un terminal et on va entrer la commande npm install de AWS SDK /client S3. Maintenant, on va pouvoir commencer à implémenter S3 dans notre application. On retourne donc sur notre application Nest.js et je vais créer un nouveau service que je vais appeler aws-s3.service.ts et je vais le rajouter dans un dossier nommé AWS. Nous allons donc exporter une nouvelle classe qu'on va appeler AWS S3 Service et nous allons créer notre client qui nous permettra de nous connecter à S3. Il y aura bien sûr un constructeur dans lequel nous allons effectuer la logique. On va donc déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler client et qui sera égale à un new S3 client. Et là, on peut voir avec l'autocomplétion qu'il me suggère d'importer S3 client depuis AWS SDK client S3. Et c'est ce que nous allons faire. Et cette classe va prendre quelques paramètres, par exemple des credentials, qui sera donc notre mot de passe pour se connecter. Nous avons donc une access key ID qui sera notre clé et notre secret access key qui sera notre secret. Et il nous faudra également préciser notre région. Et nous avons sauvegardé toutes ces données dans notre variable d'environnement. On va donc récupérer tout ça. Nous avons donc AWS access qui est égal à process.env.aws access. Nous avons notre AWS secret qui est égal à process.env.aws secret. Et nous avons notre région qui est égale à région. On va donc mettre l'access key ici, le secret ici et notre région ici. Et nous allons sauvegarder ce client dans une variable privée qui sera uniquement accessible au sein de ce service et qui s'appellera également client. Et on va donc inférer le type depuis S3 client. Maintenant, on dira que this.client est égal au client que nous venons de créer. Maintenant, j'aimerais tester l'implémentation d'AWS S3 pour voir si ça fonctionne. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter un nouveau feature à notre application. C'est pouvoir ajouter un avatar à notre compte. Pour cela, on va nous rendre dans le user service et nous allons créer une nouvelle méthode. Je vais copier celle-ci et je vais l'appeler update user. Et ça sera une méthode qui nous permettra de mettre à jour notre utilisateur. Et nous prendrons donc un objet data et nous modifierons une clé que nous allons appeler avatar URL. Maintenant, il faut également que ces changements se reflètent en base de données. Nous allons donc modifier le schéma Prisma et on va dire que nos utilisateurs ont maintenant accès à une nouvelle propriété et nous allons appeler ça avatar file key. Et ce file key, c'est l'identifiant unique de notre fichier. Je vais ouvrir un deuxième terminal pour sauvegarder ces changements en faisant un npx prisma db push et nous allons accepter le warning et ensuite nous allons dire que notre avatar file key est égal à string. Le string étant le fichier que nous mettrons à jour chez AWS. Maintenant, on va retourner dans le contrôleur des utilisateurs et nous allons créer cette nouvelle méthode. Ça sera donc un post qui se fera sur l'ID de l'utilisateur et nous allons appeler la méthode updateUser. Ça sera une méthode asynchrone qui appellera également la méthode updateUser de notre service. Nous allons également ajouter la protection pour que seuls les utilisateurs connectés puissent accéder à cette route et modifier leur profil. Je vais donc rajouter un hostguard qui prendra comme paramètre le JWT hostguard. Comme c'est une route protégée, nous allons utiliser guard
qui sera notre garde JWT. Donc je déclare le décorateur useGuard et ce gardien va utiliser le JWT authGuard, ce qui va nous permettre d'accéder aux données de l'utilisateur dans la requête. Cet utilisateur, on y accède avec notre requête qu'on va nommer requestWithUser et qu'on va typer par notre type requestWithUser. Maintenant, nous n'avons plus besoin de récupérer l'ID de l'utilisateur dans l'URL. Donc je vais supprimer ce paramètre et nous allons dire que ça sera un post directement sur user. Le user ID, nous le récupérons depuis notre requestWithUser.user.userid. Et dans cette requête, nous aurons également un body pour récupérer notre fichier. Je vais donc appeler ça updatedUserData et on va pour le moment typer ça à unknown vu que nous n'avons pas encore créé le DTO. Et j'aimerais faire un console log de mon updatedUserData. Nous allons maintenant ouvrir Postman et accéder à notre nouvelle requête. D'abord, nous allons nous connecter. Nous allons donc sur la requête qui fait un post sur le localhost 8000/auth/login et nous allons voir dans le body que nous avons deux champs, un email et un mot de passe qui va nous permettre de nous connecter. Mon email. Maintenant que je suis connecté, je vais récupérer l'access token et je vais dupliquer cette requête qui sera notre post pour modifier l'utilisateur. Notre nouvelle route est donc un post sur users et nous avons besoin dans authorization de rajouter le bearer token. Là, je vais copier le token et nous allons tester ce post. On peut voir dans la console qu'il y a bien le console log que j'ai affiché dans le user controller. Mais au lieu d'envoyer du JSON en raw, nous allons utiliser le form data qui nous permet, comme le JSON, d'envoyer des données en clé valeur, mais ça nous permet de choisir le type de fichier. Là, on peut voir que le type de fichier est du texte, mais on peut sélectionner file. Et c'est ce que nous voulons faire. Je vais également aller sur Unsplash pour télécharger une photo au hasard. Celle-ci fera l'affaire. Et maintenant, on retourne sur Postman et dans File, je vais sélectionner le fichier que je viens de télécharger, qui est cette photo-là. Et c'est une photo au format AVIF. Et maintenant, on va renvoyer la requête et on va voir que notre console log n'affiche plus rien. Ou plutôt, il affiche un objet vide. Mais alors, comment récupérer le fichier que nous venons d'envoyer? Nous allons retourner sur notre user controller. Comme nous utilisons Express, nous allons utiliser une syntaxe particulière pour récupérer le fichier. Nous allons utiliser un nouveau décorateur qui s'appelle useInterceptor. Et ce décorateur va prendre en paramètre notre interceptor. Et l'interceptor va nous permettre d'intercepter le fichier que nous venons d'envoyer. Nous allons donc prendre le file interceptor que nous allons importer depuis Nest.js/Platform Express. Et cet interceptor prendra comme clé la valeur de notre fichier. Pour le moment, nous allons l'appeler file. Ensuite, nous allons retourner dans notre requête sur localhost. Et là, je vais rajouter une clé à notre fichier que je vais appeler file. Maintenant, nous allons retourner dans notre contrôleur et nous allons utiliser un troisième décorateur qui s'appelle uploadedFile. Nous allons récupérer notre fichier que nous allons nommer et nous allons le console logger. On retourne sur Postman, on renvoie la requête et là, nous pouvons voir que notre fichier a bien été récupéré. Nous avons plusieurs informations sur le fichier. Nous avons donc le type de fichier, le nom du fichier, le buffer qui est le stream de l'image et même sa taille. Mais si on retourne dans notre contrôleur, on peut voir que ce fichier n'est pas du tout typé. On peut voir même qu'il a le type de any. Et ça, je suis vraiment pas fan. Donc nous allons utiliser Zod pour parser ce fichier. Je vais donc faire un npm install de la librairie Zod. Et je vais me rendre dans le dossier src pour y créer un nouveau fichier que je vais appeler -utils.ts. Et dans ce fichier, je vais créer un schéma qu'on va appeler file, qui sera un objet Zod, qui aura comme propriété les propriétés que nous venons de voir. Il y aura donc une size, qui est un number. Il y aura un buffer, qui est une instance de buffer. Il y aura également un file name, qui sera sous forme de string, et un MIME-type, qui sera sous forme de string. Maintenant, ce schéma, je vais l'exporter, et nous allons tout de suite l'utiliser dans notre contrôleur, avant d'aller plus loin. Je vais donc déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler submittedFile, est égal à notre schéma.parse, le fichier de Nest.js. Et nous allons maintenant effectuer un console log de ce fichier. Nous allons réexécuter la requête sur Postman et on peut voir qu'on a une erreur. On a sûrement fait une faute de frappe quelque part, mais on va débugger ça tout de suite. On peut voir que c'était pas file name, mais field name. Maintenant que la faute est corrigée, nous allons réessayer notre parse. Je renvoie la requête et là on peut voir que ça a été parsé par Zod. Et c'est super cool parce que maintenant notre fichier est typé. Maintenant qu'on a ce fichier, on va pouvoir l'héberger sur S3 et on va le passer en argument dans notre fonction updateUser. La fonction updateUser
prend un deuxième paramètre qui s'appelle submitted file et cette méthode va hériter de notre type typeof file schema. Nous récupérons maintenant notre fichier ici et nous allons faire appel à notre service AWS S3 service que nous n'avons pas encore importé. On l'importe donc dans le constructeur private read only AWS S3 service qui prend la classe AWS S3 service. Il faudra bien sûr aller dans le module pour importer ce service AWS S3 service. Et vu qu'on utilise le user service également dans le deuxième module, host module, il faut aussi importer le AWS S3 service dans notre host module. Maintenant que c'est fait, on a besoin de modifier notre S3 service pour créer une fonction qui va nous permettre d'uploader notre fichier. La fonction sera donc asynchrone et nous allons l'appeler upload file. Et cette fonction prendra en paramètre un fichier de type file et on va encore une fois inférer le type depuis notre schéma Z, typeof file schema. Et pour héberger un fichier chez AWS, nous allons créer une put object command. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle variable qu'on va appeler put object est égale à new put object command. Et là, on peut voir qu'on a l'autocomplétion et nous allons apporter cette classe put object command depuis AWS SDK Client S3. Cette classe va prendre en paramètre des options comme le nom du bucket, la clé unique de notre fichier et le content type pour bien dire que c'est soit un PDF, soit une image. Le content type sera donc égal à notre file.memtype. Le bucket, nous l'avons sauvegardé comme variable d'environnement, c'est égal à process.env.aws bucket name. Et pour notre clé, nous allons utiliser la librairie qui nous a permis de créer des tokens. Donc nous allons utiliser un QID. On avait déjà généré des ID uniques dans notre host.service en utilisant la méthode createID. Donc nous allons copier ce morceau de code. Et ici, je vais importer la méthode createID depuis la librairie. Et on va dire que la clé est égale au nom du fichier, y compris l'extension, mais d'abord rajouter notre ID unique. Si on est malin, on peut même rajouter une clé cache control pour ajouter le cache à notre image. Mais là, on oublie quelque chose d'assez important. Il faut également héberger l'image. Et l'image, elle va être contenue dans le body. Comme image, nous allons rajouter notre buffer. Une fois que nous avons notre put object command, que je vais renommer un put object command, nous pouvons utiliser le client S3 avec un this.client S3 pour envoyer avec la méthode send notre fameuse commande. Et là, je vais donc renvoyer le put object. Ensuite, on va sauvegarder la réponse d'Amazon dans une variable result. Et Amazon va nous renvoyer une réponse avec un statut, comme toutes les API, mais celui-là est présent dans le metadata. On va dire que s'il n'est pas égal à 200, on a un problème et on va afficher en console error de notre résultat. Une fois que le fichier a été hébergé, nous allons pouvoir renvoyer la clé unique que nous avons créée ici. Je vais l'appeler FileKey est égal à cette clé unique et nous allons la renvoyer pour pouvoir la sauvegarder dans notre base de données. Maintenant que c'est fait, on va retourner dans notre user service et on va exécuter la méthode uploadFile avec comme fichier notre submitted file et nous allons récupérer la propriété FileKey que nous allons ensuite sauvegarder dans la base de données. Maintenant, on va retourner sur Postman et on va tester cette requête. On envoie donc notre requête et on peut voir qu'on a une erreur au niveau des codes d'accès d'AWS. L'erreur vient peut-être de notre part, donc on va vérifier que les points env ont bien été nommés. On a donc un AWS Access Key, un AWS Secret et un AWS Région. Si je retourne dans le fichier, on a bien l'Access Key, le Secret et la région. On va rajouter quand même une petite condition. If AWS Access Key est égal à nul, alors on va throw une erreur invalide Access Key. Et on va faire la même chose pour nos autres variables d'environnement, la région et l'AWS Secret. Là, on peut bien voir que l'erreur vient des variables d'environnement qui ne sont pas détectées par l'application. On va importer la librairie .env.config et on peut voir que le problème est maintenant résolu. Je renvoie donc mon image. Ça a chargé un petit peu et on n'a pas eu d'erreur. Donc nous allons ouvrir Prisma Studio pour voir si on a bien un FileKey. On va dans les utilisateurs et on voit que le premier utilisateur possède bien un FileKey. Maintenant, on va retourner sur l'interface d'AWS pour voir si le fichier a vraiment été mis en ligne. On retourne donc sur S3, puis dans le bucket que nous venons de créer, Nest.js Chat, et là on voit qu'il y a bien un objet qui a été hébergé à 19h45 et qui fait 139 kilobits. Je vais cliquer dessus et je vais l'ouvrir dans le navigateur et on voit bien notre image. Donc l'hébergement a bien fonctionné. Le problème, c'est que dans l'URL, il n'y a pas l'extension à vif du fichier. Donc on va modifier ça tout de suite. On va retourner ici et je vais faire un console log de la FileKey
que nous créons ici avec le file field name. Je vais même faire un console log ici du fichier que nous mettons en ligne. En fait, le field name, c'est la clé dans le form data que je suis en train d'héberger. J'ai remis mon console log dans le user controller et je me rends compte que j'aurais dû utiliser la propriété original name qui affiche bien le nom du fichier. C'est pas grave, on va modifier notre schéma Zod et on va dire qu'au lieu du field name, on veut l'original name. Et maintenant, nous retournons dans notre service AWS et on va remplacer notre original name. Et on peut maintenant effacer tous les console logs et même le body. Si on retourne maintenant sur notre bucket S3, on peut voir qu'il y a plusieurs images parce que j'ai lancé la requête plusieurs fois. Et c'est vraiment ballot parce que quand on met à jour son image, on a envie de supprimer l'image précédente pour pas manquer de place et héberger des images qu'on n'utilise pas. Donc nous allons tout de suite implémenter une deuxième méthode qui va nous permettre de supprimer les images qui sont hébergées. Et cette méthode va s'appeler tout simplement delete file et ça prendra en paramètre notre file key unique qui est un string et au lieu de créer une commande putObject, nous allons créer une commande qui s'appelle delete qu'on va renommer et ça sera donc dans le même bucket, donc le process env AWS bucket name et il y aura comme clé notre file key. Ensuite, nous pouvons envoyer cette commande avec le client. Avant de mettre à jour l'utilisateur avec la nouvelle clé, nous allons d'abord le récupérer et supprimer son ancien avatar. Pour cela, nous allons donc faire un const existing user pour déjà vérifier que l'utilisateur existe avec un this prisma user.fileUnique where id est égal au user id et nous allons sélectionner la propriété avatar file key. Si l'utilisateur n'existe pas, nous allons renvoyer une erreur de type l'utilisateur n'existe pas. Sinon, nous allons bien héberger notre nouveau fichier et le sauvegarder en base de données. Mais avant de renvoyer l'utilisateur, nous allons faire un if. Donc si l'utilisateur possédait une clé avant, alors nous allons la supprimer avec un AWS S3 service.deleteFile. Et nous allons mettre comme file key notre existing user avatar file key. Pour s'assurer que ça fonctionne, on retourne sur S3 et on va supprimer ces trois fichiers en cliquant sur delete. Nous allons écrire permanently delete. Si on actualise la page, on voit bien qu'on a 0 fichier hébergé. Maintenant, je vais mettre à jour mon image une première fois. On retourne sur S3 pour actualiser. On a bien une première image. On retourne sur l'application pour remettre à jour notre image une deuxième fois. Et normalement, on ne devrait avoir qu'une seule image. Là, si j'actualise, on n'a bien qu'un seul objet, ce qui signifie qu'on a rajouté le deuxième objet, puis nous avons supprimé la première clé. Et notre console log s'affiche parce que le statut n'est pas égal à 200. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Nous pouvons maintenant mettre en ligne des images et les supprimer quand une nouvelle image vient la remplacer. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir afficher notre image côté front-end. Alors, comment faire? Nous allons devoir récupérer le fichier depuis S3 avec une commande get. Nous allons donc copier cette méthode et nous allons l'appeler getFile et nous allons utiliser l'objet getObjectCommand qui utilise notre bucket et le file key. Nous allons renvoyer la réponse, sauf que à ce niveau-là, on voit que la réponse est au format de body. Et body, c'est un streaming blob. Donc c'est un fichier qui va être stream depuis Amazon. Mais nous ne voulons pas streamer le fichier et télécharger le fichier directement. Nous voulons plutôt une URL qui pointe vers notre image et qu'on peut afficher côté front. Il faut savoir qu'avec Amazon, tous les fichiers sont protégés par défaut. Nous allons avoir besoin de signer cette requête pour être autorisé à visualiser notre image. Et pour cela, nous allons utiliser une URL signée. Alors comment faire? On va aller sur Google et on va taper AWS JavaScript get signed URL. Et là, sur le deuxième lien, on voit qu'on a accès au node AWS SDK. Et ici, on voit bien qu'ils utilisent une méthode depuis S3 qui s'appelle getSignedURL. Et c'est celle-ci qu'on va devoir utiliser. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je vais retourner en arrière. Et ici, je vais cliquer sur ce lien-là, AWS SDK S3 Request Handler. Et je vais installer ce paquet qui s'appelle AWS SDK S3 Request Presigner. Je retourne dans mon API et je vais entrer cette commande dans mon projet. Et au lieu d'appeler le client directement, nous allons appeler la méthode getSignedURL qui prend en premier paramètre notre client et en deuxième paramètre notre commande. Nous allons passer le client et en deuxième paramètre notre commande. Et on peut voir que le type de retour est un string. Et ce string sera une URL vers notre image. On peut également renommer le fichier en l'appelant getFileURL pour que ça soit un peu plus parlant. Maintenant, si je retourne dans le user service, puis dans le getUser, je vais vouloir sélectionner également l'avatar file key s'il est présent. Nous allons faire une petite condition if
user.avatarFileKey, si l'utilisateur a une image, alors nous allons récupérer l'URL de l'avatar en appelant notre service getFileURL en lui passant en paramètre notre FileKey. Sinon, nous allons envoyer de l'avatar avec une URL qui est à nul. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons initialiser l'avatar URL à nul, et si on passe dans la condition, alors nous allons set cette variable à sa valeur. On va pouvoir faire exactement la même chose plus haut lorsque nous essayons d'obtenir les utilisateurs. Nous allons donc mapper sur tous les utilisateurs en faisant un users.map avec une fonction asynchrone, Copilot a bien compris, et nous allons copier la logique. L'avatar est un string vide, et si l'utilisateur possède une file key que nous allons récupérer depuis Prisma, alors nous allons la set et nous allons renvoyer notre user et son URL. Ensuite, nous voyons bien que c'est une promise, donc nous allons effectuer un promise.all d'utilisateur qui possède l'avatar. Donc plutôt mettre le promise.all à ce niveau-là pour que ça soit plus lisible. Maintenant, nous allons pouvoir rajouter ce champ dans Zod côté front. Je retourne sur mon fichier user.server et ici dans mon schéma getUsers, je vais rajouter la propriété avatarURL qui se trouve sous forme de string mais qui peut être nulle. Nous allons également modifier le fichier auth.server et nous allons modifier le schéma getAuthentiCatedUser.schema en mettant que l'avatar peut exister ou il peut être nul. Maintenant, nous allons modifier notre navbar et dans le fichier navigation, nous avons une ternaire qui affiche conditionnellement les routes connectées si l'utilisateur est connecté. Si l'utilisateur est connecté, nous allons afficher son avatar dans une image user.avatarURL. Nous allons la limiter à 10 pixels et forcément, vu que userAvatar peut être nul, nous allons afficher cette image conditionnellement. Si nous revenons maintenant sur notre projet, on peut voir l'avatar au milieu que j'avais changé depuis Postman. On va retourner sur Postman et je vais changer de nouveau cet avatar. Sélectionner une autre image, par exemple celle-ci, je l'envoie, je retourne sur mon projet, j'actualise la page et là on peut voir que l'image a bien changé. Si je clique sur l'URL, on peut voir l'image en grand. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est afficher l'image de Cédric s'il en a une. Donc nous retournons sur notre front-end et nous allons sur l'ID de la conversation, puis nous cliquons sur la chatbox et à ce niveau-là, nous allons copier la même condition qui affiche une image conditionnellement, sauf que le recipient user n'a pas encore d'avatar URL. Nous ne l'avons pas typé côté API. Nous allons donc modifier cette méthode getConversation et nous allons modifier le schéma pour que chaque utilisateur du schéma possède un avatar URL. Nous allons faire la même chose pour le getConversation au pluriel. Nous allons maintenant retourner côté serveur API, nous allons dans le chat service et ici, dans la méthode getConversation au pluriel, nous allons sélectionner l'avatar FileKey et nous allons devoir faire le même calcul, c'est-à-dire créer des URL signées avec Amazon S3. Donc ici, nous allons boucler sur les conversations et pour chaque conversation, nous allons renvoyer les conversations et pour chaque utilisateur de la conversation, nous allons boucler sur ces utilisateurs pour effectuer exactement le même calcul ici, c'est-à-dire que nous renvoyons l'objet de l'utilisateur et son avatar. Cette fonction est asynchrone et nous allons mettre le promise.all, cette promesse-là. Et il ne faut pas oublier d'importer le service AWS. Pour importer un service, on le rappelle bien, il faut rajouter notre service dans le constructeur en l'appelant par exemple AWS S3 Service et en important la classe AWS S3 Service Conversations with Avatars et nous pouvons maintenant renvoyer nos conversations possédant des utilisateurs et un avatar. Nous voyons sur notre terminal qu'il y a une petite erreur parce que le service chat module n'importe pas notre service S3. Nous allons donc modifier le chat service et nous allons rajouter dans les providers le AWS S3 service. Je rafraîchis la page maintenant. Si on retourne côté front-end, qu'on retourne sur notre chatbox, nous retrouvons notre condition. L'utilisateur possède une URL, nous allons l'afficher. Sinon, nous n'allons pas l'afficher. On voit bien chez Cédric qu'il ne possède pas encore d'image, donc elle n'est pas affichée et c'est normal. Je vais me déconnecter et me connecter avec le compte de Cédric. Ici, on peut voir qu'il ne possède effectivement pas son avatar. Nous allons donc retourner sur Postman pour corriger le tir. Nous allons renommer ces méthodes. Nous allons d'abord nous connecter avec le compte de Cédric, puis nous récupérons un token de sécurité qui va nous permettre d'accéder à la route protégée Update User. Dans cette route, nous rajoutons comme barrière token notre token. Et ici, nous allons modifier l'image et nous allons sélectionner par exemple celle-ci. Je vais envoyer l'image et si on retourne maintenant sur notre chat, j'ai actualisé la page et là nous voyons une grosse erreur. Alors à quoi est-elle due? Je pense que le problème vient du promise.all qui ne devrait peut-être pas se mettre ici. Nous allons de nouveau le déplacer et nous allons await ce promise.all. Si je retourne maintenant sur le site,
j'ai résolu le problème. J'ai rajouté un deuxième promise.all qui englobe la première boucle et je l'ai await. Et je devrais le faire à tous les endroits dans mon code. Ici, on voit dans le user.service que je n'avais pas await le promise.all. Ça peut poser problème. Maintenant, on peut voir sur notre application que nous avons récupéré l'image de l'utilisateur. Si nous cliquons sur le chat, nous ne voyons quand même pas l'avatar de Virgile. Je retourne donc dans mon composant chat pour essayer de comprendre. Ici, le recipient user représente l'utilisateur qui n'est pas l'utilisateur connecté. Et nous récupérons ces utilisateurs depuis la conversation. Donc depuis mon get conversation. Nous avons vu dans get conversation schéma que nous avons un tableau d'utilisateurs qui contiennent tous une clé avatar URL qui peut être optionnelle. Si je retourne une dernière fois dans la méthode get conversation, nous allons voir ici que je ne récupère effectivement pas l'avatar depuis ces conversations-là. Donc nous allons implémenter la même logique en appelant la méthode conversation with avatars et nous allons déstructurer la conversation. Pour nos utilisateurs, nous allons faire le fameux promise.all qui va boucler sur les utilisateurs de cette conversation et si jamais ils ont un avatar, on le rajoute, sinon on rajoute un empty string. Si on inspecte le type, on voit que c'est bien ce que nous voulons. Les utilisateurs peuvent avoir un avatar file key et nous allons renvoyer cette conversation-là. Je rafraîchis la page et je retourne côté client, j'actualise et là on voit bien l'avatar de l'utilisateur Virgile. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est changer nous-mêmes notre avatar côté front avec un formulaire. Et c'est ce que nous allons implémenter. Nous retournons donc dans notre front-end et nous allons créer un fichier que nous allons appeler settings pour paramètres utilisateur. Et j'ai copié le fichier conversation au pluriel parce que c'est une route protégée. Nous allons donc faire un require de l'utilisateur sur la méthode loader et nous allons créer une page user settings qu'on va exporter par défaut et nous allons copier ce hook pour récupérer les informations de notre utilisateur. Ensuite, nous allons nous inspirer de notre formulaire de création de compte côté design en supprimant une partie quand même et nous aurons un formulaire en post qui permettra de modifier le prénom, mais ça on ne va pas le faire tout de suite, l'email et le mot de passe non plus, nous allons juste vouloir modifier l'avatar. Je copie les dernières variables de la méthode register, on ne va pas s'éterniser sur la sémantique, et nous allons commenter ces inputs, et nous allons à la place rajouter un input avatar, qui sera un input de type file. Et nous allons mettre un accept pour n'accepter que les fichiers de type image. Nous allons appeler ce champ avatar, et à ce niveau-là, comme nous récupérons les données de l'utilisateur connecté, nous pouvons afficher par défaut son avatar. Avec un affichage conditionnel, si l'utilisateur a déjà configuré son avatar, nous allons l'afficher en plus grand, sinon nous allons renvoyer nul. Je vais retourner dans ma navbar pour ajouter une route aux utilisateurs connectés, et ça sera les settings, une route qui est accessible à /settings. Maintenant je retourne côté front et je vais cliquer sur settings. On peut voir qu'on a une petite erreur parce qu'on a oublié de renvoyer une réponse dans notre loader. On va renvoyer du JSON vide. Et maintenant nous voyons notre bel avatar avec notre input. Et si je clique sur Choose File, ça va me proposer de changer. Mais pour le moment, je n'ai aucune prévisualisation de l'image et nous n'avons pas encore développé la logique pour récupérer ce fichier dans un formulaire. Nous allons donc créer un nouveau schéma qu'on va appeler Update Avatar Schema. Ça sera un schéma Zod qui contiendra toutes les propriétés que nous souhaitons modifier. Nous aurons donc une propriété avatar, mais pas sous forme de string, sous forme de fichier. Nous allons donc utiliser la pipe instance of, ce qui signifie que l'avatar sera forcément de type fichier. Et nous pouvons même faire un transform en récupérant les propriétés de ce fichier. Et on peut voir qu'on possède un buffer, un name, un last modified et une size. Et nous pouvons renvoyer une condition if size est supérieur à par exemple 10 mégabits. Alors nous allons utiliser le contexte de Zod et nous allons ajouter une erreur de type l'image est trop lourde. Ensuite, nous pourrons faire un return false. Sinon, on peut return true. La validation a bien fonctionné. Maintenant, nous allons créer une action pour récupérer le formulaire une fois que l'utilisateur aura cliqué sur le bouton modifier l'avatar. Et nous allons la typer action function args. Et nous allons également vérifier que l'utilisateur est connecté, ce qui peut ne pas être le cas. Et s'il l'est, nous souhaitons récupérer la form data, mais nous n'allons pas faire un request.formData comme d'habitude. Ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est de récupérer l'image qu'on soumet depuis notre formulaire. Donc là, si j'ajoute une image ici et que je clique sur modifier l'avatar, ça va pour le moment rien faire. On a donc un bouton de type submit et on a envie de mettre à jour notre avatar quand nous cliquons sur le bouton. Chaque soumission de formulaire se fait dans le composant action. Et à ce niveau-là, nous récupérons la form data depuis la request.formData.
form data. Nous allons devoir créer un handler spécial depuis Remix qui va nous permettre de récupérer l'image qui a été envoyée au front-end. Quand on soumet un formulaire avec par exemple des images, ça va créer un stream. C'est-à-dire que ça ne va pas envoyer la donnée sous forme de string, ça va streamer l'image morceau par morceau. Comme ça, même si l'image fait 1 giga ou 2 gigas ou qu'on essaye d'upload une vidéo, ça va finir par envoyer le document depuis notre ordinateur. Comme c'est un stream, ça sera pas directement présent dans le request.formData. Nous allons devoir utiliser une fonction spéciale de Remix qui est encore instable et qui s'appelle unstable create memory handler. Et cette fonction prend deux paramètres. En premier paramètre, elle prend un tableau d'options. On peut dire que l'image ne doit pas dépasser les 10 mégaoctets. Ce handler, nous pouvons le stocker dans une variable que nous allons appeler image handler. Et ensuite, nous allons essayer de récupérer la form data depuis une autre méthode instable qui s'appelle unstable parse multipart form data. Cette fonction prend donc deux arguments, notre request et notre upload handler qui est notre image handler. Nous pouvons supprimer cette première ligne et maintenant nous allons être capables de récupérer l'image qui a été streamée depuis le client. Mais il nous reste une dernière étape à faire pour héberger des images avec Remix. Nous devons rajouter un prop à notre formulaire et c'est le prop enc-type qui sera égal à multipart form data. On peut essayer d'envoyer notre image et nous allons même la parser en utilisant notre schéma Z. Nous allons donc appeler ce schéma Z qui contient une propriété avatar qui est un type de fichier et nous allons faire un update avatar schéma.parse de notre form data.get et la clé avatar, sachant que la clé avatar vient ici du name de notre input. Maintenant, ce que nous parsons, c'est pas directement l'avatar, c'est un objet. Donc nous allons passer un objet et dire que cet objet prend la clé avatar et la valeur c'est formData.getAvatar. Et enfin, nous allons déstructurer notre avatar pour voir si ça fonctionne bien. Et nous allons le console log. Nous allons ouvrir le terminal pour voir les logs serveurs et je vais renvoyer une autre image, celle-ci, modifier l'avatar. Et là, on peut voir que ça m'a affiché true, qui est un booléen et qui n'est pas le type de fichier que je veux. Et c'est parce que ici, dans la méthode transform, je return true. Je pensais que return true voulait dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. En fait, quand on return false, ça signifie qu'il y a eu des erreurs. Je rafraîchis ce schéma Z et nous allons renvoyer notre image, modifier l'avatar. On va actualiser la page et renvoyer notre formulaire avec une image. Et là, on peut voir que nous avons undefined. Ça veut dire que j'ai vraiment très mal déclaré ma méthode transform. Au lieu de déstructurer directement les propriétés de notre fichier, nous allons récupérer toute la donnée de ce fichier et nous allons le renvoyer dans la méthode transform. Parce que là, je pense que c'est pour ça que ça nous met avatar undefined. Maintenant, on va refaire un test. On envoie notre image et là, on peut voir qu'on a effectivement un blob avec une taille et c'est une image de type JPEG. Maintenant, la dernière chose qu'on doit faire, c'est update l'utilisateur côté serveur. Pour cela, on va créer une requête dans notre fichier user.server et cette requête va s'appeler update user. Ça sera une méthode de type post et nous aurons en data notre avatar. Sauf que notre méthode fetcher actuellement, elle reçoit soit un objet, soit nul. Et nous, il va falloir qu'on envoie une image. Et une image ne peut pas se trouver sous forme d'objet. Donc nous allons modifier cette méthode et je vais la nommer fileFetcher. Et cette méthode nous permettra uniquement d'envoyer des fichiers. Et ça sera de type formData. Le paramètre est maintenant obligatoire. Comme c'est du formData, nous n'avons pas besoin de le stringifier. Nous pouvons le passer tel quel. On recevra quand même une réponse au format JSON. Maintenant, je vais utiliser mon fileFetcher. Et il faut aussi rajouter le paramètre du fichier dans notre méthode. Ça sera donc un file. Et nous allons créer notre formData qui sera une nouvelle instance de la classe formData. Et nous allons ajouter la propriété avatar avec comme valeur notre fichier. Enfin, l'objet data sera tout bonnement notre formData. Et la réponse du serveur utilisera notre feedback schéma. Maintenant, on va retourner côté serveur et on va vérifier que les propriétés portent bien le même nom. Ici, nous avons notre uploaded file qui contient le nom file. Ça veut dire que le fichier doit s'appeler file pour fonctionner. Moi, je vais le renommer et je vais l'appeler avatar. Je retourne maintenant côté front et je vais utiliser cette fonction qu'on peut nommer update user avatar vu que pour le moment, elle ne fait que mettre à jour l'avatar. Et nous allons l'appeler avec un await de update user avatar qui prend en paramètre la request pour identifier l'utilisateur et comme fichier notre avatar. On peut voir que nous avons un problème au niveau du typage. Je pense que j'ai utilisé la mauvaise propriété Z. Nous allons utiliser un super refine à la place. Et là, on peut voir que c'est un peu mieux. L'avatar est forcément un fichier. Ensuite, on reçoit
le feedback depuis notre API et on peut le renvoyer côté front. On peut même typer notre requête action feedback pour renvoyer directement l'objet feedback. Et si jamais il y a eu une erreur entre ces deux méthodes, nous allons copier cet objet et renvoyer une erreur de type l'image n'a pas pu être mise en ligne. On pourrait même afficher l'erreur conditionnellement. Si cette erreur est de la classe error, alors on va afficher le message, et si cette erreur est de la classe zod.error, alors nous allons afficher le message de cette issue zod. Et moi je préfère boucler et faire un map sur chacune des erreurs pour récupérer leur message et ensuite faire un join. Ça permettra de récupérer toutes les erreurs du formulaire séparées par des virgules. On peut même tester cette erreur tout de suite en retirant quelques zéros pour dire qu'on veut pas que l'image fasse plus de 10 kilooctets. On va envoyer cette image et là on a une erreur. Boum, l'image est trop lourde, 10 mégaoctets max. Chemin avatar. Bon, ça marche très bien. Ça nous affiche bien l'erreur. On va donc remettre la taille par défaut. Et comme nous utilisons cette variable deux fois, nous allons la stocker dans une constante qu'on va appeler max file size. Const max file size est égal à 10 mégaoctets. Maintenant, on va modifier l'image et on la soumet et on va voir qu'on a une erreur de type bad request. Alors, qu'est-ce qui s'est passé côté backend? Allons voir. On a bien besoin de faire un post. On reçoit un fichier de type avatar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un console log du fichier qu'on a reçu et on va vérifier que nos méthodes sont bien appelées. On fait bien un post sur la route /users. On va actualiser le front-end. Je modifie l'avatar et là on a payload to large. Et je ne comprends pas cette erreur. Je ne connais pas cette erreur, donc on va faire une recherche sur Google. Payload to large error Nest.js. Je sais que c'est une erreur Nest.js parce que ici on peut voir dans la console qu'on a reçu une request entity to large. Et ce qu'on va devoir faire, les amis, comme ça ne fonctionne pas, nous allons utiliser Postman pour voir si le problème vient de notre implémentation côté client ou de notre API. Je vais donc renommer la clé en avatar, comme c'est le cas pour notre API ici, et nous allons envoyer cette requête. Et là, on peut voir qu'on a bien un internal server error. Si on retourne côté Nest.js, on peut voir une erreur qui vient de Zod, et l'erreur est à ce niveau-là. Le schéma n'arrive pas à parse. Nous avons bien eu un console log, mais notre fichier est maintenant undefined. Si nous remettons la clé file à ce niveau-là et dans Postman, et que nous renvoyons la requête, on peut voir qu'on a toujours la même erreur. C'est bizarre ça. Alors maintenant ça fonctionne de nouveau, et vous n'allez jamais deviner ce que j'ai fait. J'ai tout simplement rechargé le fichier que j'avais mis à ce niveau-là. Maintenant si je mets ce JPEG, ça va marcher. Et j'ai même fait le test avec un fichier très lourd. Si je prends par exemple un document, ce document qui fait 74 mégabits et que je l'envoie, on peut voir que ça envoie la request au serveur et que c'est en train de la streamer. Cela signifie, les amis, que le problème ne venait pas de notre serveur. Le problème vient de notre front-end. Je vais donc réutiliser une image et nous allons retourner côté front. Ici, je retourne dans le fichier settings et nous allons récupérer cette form data directement au lieu de la recréer dans notre méthode. Je vais donc directement passer le form data et je vais dire que cette fonction reçoit une propriété form data de type form data et nous allons effacer ces deux lignes. Et maintenant, nous n'avons plus besoin de déstructurer l'avatar, nous pouvons simplement le parse. Je vais couper le serveur et le relancer, npm run dev, on va actualiser la page et nous allons envoyer de nouveau notre avatar. Je clique sur modifier l'avatar et là nous avons un bad request. Sauf que ce bad request, il est dû au fait que j'ai remodifié le nom du paramètre file en pensant que ça venait peut-être de là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester une dernière fois une modification du nom. Je remets avatar, je coupe le serveur, je relance le serveur, je vais sur Postman, je modifie le nom de la clé en l'appelant avatar, je regarde que le serveur est bien redémarré, il a bien redémarré, j'envoie la requête sur Postman, elle s'appelle avatar, et on peut voir que ça a encore marché. Donc c'est très bien, c'est bon signe. Maintenant, nous retournons sur notre front-end et je clique sur modifier l'avatar et là on peut voir qu'il y a encore eu une erreur et que la requête n'est même pas console loguée. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Nous appelons bien la route /users, c'est effectivement un post et nous sommes bien authentifiés avec notre request. Parce que dans notre méthode FileFetcher, nous utilisons la request pour récupérer le token d'authentification et le rajouter dans les headers. Sauf que j'ai retrouvé le problème. Ici, nous mettons content type application JSON. Sauf que ce n'est plus du JSON, c'est du form data. Et on peut le voir ici dans Postman, j'avais coché form data et non pas raw JSON. Et si on regarde les headers automatiques que ça met, il nous dit que le content type est de type multipart form data. Et elle était là, la pièce manquante, depuis tout à l'heure. Si ça ne fonctionne pas, c'est juste à cause de ça. Maintenant, j'envoie mon image.
je la modifie. Et là, on peut voir, malgré le message d'erreur, que ça a bien modifié l'image en live, en temps réel, grâce à Remix qui a reload le loader. Maintenant, on a un problème. Cette méthode updateUser devrait renvoyer un feedback et c'est pour ça qu'on a eu une erreur. Donc, nous devrions rajouter notre try catch ici et en cas d'erreur, nous allons donc mettre erreur à true et message à une erreur inattendue est survenue. Sinon, au lieu de renvoyer l'utilisateur, nous allons mettre erreur à false et en message, l'avatar a bien été mis à jour. Et pour avoir une erreur encore plus parlante, nous allons faire un if error hérite de la classe error et nous allons renvoyer le message de cette erreur. Maintenant, nous n'avons plus besoin de récupérer les propriétés de l'utilisateur. Et si on retourne côté front, je vais rajouter une autre image, je modifie l'avatar et on peut voir que ça fonctionne très bien. Nous avons réussi à héberger une image avec Remix et elle est hébergée dans un bucket S3. Pour résumer ce que nous avons fait dans cette vidéo, nous avons d'abord créé une route côté serveur qui est un post en utilisant un nouveau décorateur qui s'appelle useInterceptors. Et ce décorateur nous permet de passer en paramètre un intercepteur de fichiers qui va nous permettre de récupérer, d'intercepter les fichiers de notre requête. Ensuite, nous récupérons un fichier et nous le parsons avec un schéma ZOD. Ce schéma dit que le fichier possède une propriété taille, buffer, original name et MIME type. Le buffer va contenir notre image. Ensuite, avec cette image, nous faisons plusieurs choses. Déjà, nous vérifions que l'utilisateur existe. S'il n'existe pas, nous renvoyons une erreur. Et ensuite, nous uploadons ce fichier dans un bucket S3 avec notre méthode de service AWS S3 Service. Et pour ce faire, nous avons créé un service Amazon S3. Ce service, dans son constructeur, va créer un nouveau client S3 avec les codes d'accès que nous avons récupérés depuis Amazon et il déclare plusieurs méthodes. Une méthode pour supprimer un fichier avec la file key. Je rappelle que le file key est un identifiant unique qui permet de localiser le fichier dans S3. Pour héberger le fichier, nous créons une commande de type put object avec les propriétés de notre bucket, le nom de la clé et le type de fichier et forcément notre fichier et nous rajoutons même une clé de cache pour que l'image soit cachée un an. Et ensuite, nous envoyons cette commande à S3. Pour supprimer le fichier, c'est le même principe. Nous utilisons une classe de type delete object command. Et pour que côté front, nous puissions avoir accès à notre fichier, on peut voir ici, si je clique sur Open Image in New Tab, ça va m'ouvrir une tab depuis S3 et on peut voir ici que il y a énormément de paramètres avec un host ID, un token sécurisé, etc. Ce token sécurisé est nécessaire qu'il nous identifie. Si là je supprime tous les paramètres et que je tente d'accéder à cette image, on peut voir que ça ne fonctionne pas. J'ai une erreur de type Access Denied. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de signer notre requête. Et nous signons notre requête avec la méthode getSignURL. Et cette méthode a été importée depuis une deuxième librairie de l'AWS SDK qui s'appelle S3 Request Presigner. Le client S3, quant à lui, il est importé depuis la librairie de Amazon SDK client S3. Vu que nous devons signer notre image, à chaque requête côté serveur, nous allons contacter Amazon pour récupérer l'URL signée. On peut voir ici que pour récupérer les utilisateurs de notre application, nous allons boucler sur chacun des utilisateurs et nous allons utiliser cette méthode getFileURL en passant en paramètre notre clé, ce qui va renvoyer une nouvelle propriété nommé avatar URL. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait côté API. On a ensuite utilisé Postman pour vérifier que notre requête fonctionnait bien. Si là je change l'image, on peut voir que l'appel me renvoie une 201 created avec un message l'avatar a bien été mis à jour. Si je rechange l'image une dernière fois, on peut voir que ça va fonctionner. Et maintenant, si je retourne côté front et que j'actualise la page, on peut voir que l'image a bien été modifiée. Ensuite, côté client, on a créé une nouvelle page qui s'appelle Settings et nous avons copié le formulaire d'inscription, c'est pour ça qu'il y a encore les anciens titres et cette page Settings est assez complète. Nous avons d'abord un loader qui nous permet de récupérer l'utilisateur authentifié. C'est ce qu'on appelle une route protégée. Un utilisateur déconnecté ne pourra pas accéder à la route. Ensuite, nous avons un composant avec un formulaire et ce formulaire est très important. Nous affichons l'avatar actuel de l'utilisateur s'il en a et ensuite nous rajoutons un input de type file qui accepte les fichiers de type image et qui va les renvoyer à notre API. Pour soumettre le formulaire, nous allons cliquer sur le bouton de type submit et à la soumission de notre formulaire, Remix va lancer la logique de notre action. Comme le formulaire possède un fichier, nous utilisons deux méthodes instables de Remix. Le create memory upload handler pour stocker le fichier dans la mémoire en attendant que le téléchargement de l'image se termine et ensuite
le unstable parse multipart form data qui prend deux paramètres, notre request et le handler que nous venons de créer. Ensuite, pour valider notre image, nous avons défini un schéma avec Zod. Ce schéma est un objet qui possède une clé avatar qui doit forcément être de l'instance file. Ensuite, la déclaration pourrait s'arrêter là, mais j'ai rajouté un petit peu de logique sous forme d'un super refine. Le super refine nous permet de rajouter une règle en plus que nous allons coder nous-mêmes. Donc, si notre avatar passe la validation et est bien un fichier, nous allons récupérer le fichier et nous allons comparer sa taille avec la taille maximum autorisée qui est de 10 mégabits. Si le fichier est supérieur à 10 mégabits, alors nous allons renvoyer une erreur, l'image est trop lourde. Et nous allons return false pour dire qu'il y a eu une erreur. Sinon, nous allons renvoyer le fichier. Ça, c'est le schéma Zod et il fonctionne vraiment très bien. On va tester en uploadant un fichier de type PDF. Je clique sur modifier l'avatar et là, on peut voir qu'il y a une petite erreur dans mon terminal. À ce niveau-là, field avatar exceeded upload size of la valeur que j'ai mis. Après cette validation par Zod, nous allons envoyer notre fichier et nous allons le streamer à notre API. J'ai créé une méthode update user avatar qui n'utilise pas notre méthode fetcher, mais une nouvelle méthode qui s'appelle file fetcher. Elle prend en paramètre une request, le type de méthode et là notre donnée sous forme de form data. Elle prend également l'URL de la route que nous souhaitons appeler. Et cette méthode est un copier-coller de notre fetcher, sauf qu'on a modifié 2-3 trucs. Tout d'abord, notre data est au format form data, ce qui veut dire qu'il peut recevoir des images. On peut voir ici sur Postman qu'on peut ajouter des données de type texte ou des données de type image quand nous utilisons le form data. Par contre, si nous utilisons du JSON basique, on va pas pouvoir, avec un objet clé-valeur, renvoyer une image directement. Comme ça utilise le form data, nous n'avons pas besoin de le stringifier dans le body. Nous pouvons le passer tel quel. Et ensuite, l'oubli qui m'a fait perdre plus de 30 minutes, c'est que j'ai fait un copier-coller de mon fetcher avec la clé content type application JSON. En précisant cette clé content type application JSON, on dit à notre serveur API qu'il doit s'attendre à recevoir une réponse au format JSON. Sauf que là, c'était pas le cas, vu que notre réponse est au format form data. On peut voir maintenant le résultat final. Si on choisit un objet, nous allons héberger une image, on clique sur modifier l'avatar, et après un petit délai, on peut voir que notre avatar est bien mis à jour à tous les endroits de notre application. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo d'upload de fichiers sur Nest.js. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suivante, dans laquelle nous allons gérer des paiements avec l'API de Stripe. À bientôt.